Je suis d'abord burkinabé et de par l'appellation, je suis donc militaire, officier supérieur des forces armées burkinabé. Je travaille présentement au ministère de la Défense comme directeur du développement institutionnel et de l'innovation. J'ai eu la chance pendant 7 ans d'assumer des fonctions de gouverneur. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? La prévention, c'est donc l'ensemble des discours que nous pouvons tenir, l'ensemble des dispositions que nous pouvons prendre pour trouver un remède de façon anticipative aux préoccupations qui sont posées par les populations, par les communautés, comme étant les causes possibles de cette explosion de violence que nous avons actuellement. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à la prévention de l'extrémisme violent? J'ai été aux affaires dans une région qui a connu justement cette explosion du terrorisme et les multiples appels des populations, des communautés dont j'avais la charge m'ont contraint à m'intéresser à cette question, à commencer à réfléchir aux solutions possibles, à commencer réellement à m'intéresser aussi à ce qui peut être le sentiment d'être concerné par les politiques que nous mettons en œuvre au niveau de ces populations. Et donc justement, dans vos fonctions, de quelle manière avez-vous abordé concrètement la question de la prévention de l'extrémisme violent? Nous avons pu repérer un certain nombre d'acteurs qui, à notre sens, en son temps, pouvaient être au sens de la recherche des solutions. Nous avons pu rencontrer l'association régionale des femmes dans la région où j'étais, parce que nous avions estimé que le rôle de la femme était important dans la détection au départ des revirements, des changements de comportement de leurs enfants. Quelles sont les difficultés ou les résistances que vous avez pu sentir dans la mise en œuvre de cette approche de la prévention? La première difficulté, au regard de l'acteur premier que j'avais ciblé, pour ce qui concerne particulièrement la femme, il y a cette question de pesanteur culturelle qui fait que la femme dans nos sociétés est reléguée à une place où elle ne peut pas dire publiquement ce qu'elle pense. L'autre facteur qui a, à mon sens aussi, fait difficulté, c'est l'engagement du politique. Lorsque, au départ, nous avons pensé qu'il fallait travailler à prévenir, qu'il fallait se lancer dans des actions de prévention pour beaucoup d'acteurs, notamment les acteurs politiques, notamment au niveau des communautés, et la solution militaire était la meilleure. Avez-vous l'impression que l'approche de la prévention a évolué depuis 6 ans à un niveau national, régional et international? Dans les stratégies qui sont développées actuellement, beaucoup de préoccupations qui ont été présentées, en tout cas pour ce qui concerne le Burkina Faso, comme étant les éléments déclencheurs de ce cycle de violence, ont été prises en compte. Il y a la participation des populations à la gestion collective de leur cité, qui est un aspect important. Il y a des politiques de développement qui tiennent compte, même si on peut penser que c'est timide actuellement, d'une certaine répartition équitable du fruit du développement. En quoi est-ce important de se réunir régulièrement pour traiter de cette question de la prévention de l'extrémisme violent? Le partage d'expériences est capital. Aujourd'hui, au
aucun pays ne peut tout seul prétendre faire face à ce phénomène. En quoi les conversations régionales ont changé votre manière d'agir, de penser la prévention de l'extrémisme violent? Lors de ces conversations, les acteurs étaient nombreux et venaient de diverses origines, de diverses localités, de diverses catégories socio-professionnelles avec des approches différentes. Ces conversations nous ont permis d'avoir un regard à travers plusieurs facettes du prisme qui est axé sur justement ce phénomène et en capitalisant justement les différentes approches. Est-ce que le dialogue qui est au centre de la prévention et de l'initiative des conversations régionales vous paraît être un outil important? Pas seulement important, je dirais même indispensable. Le dialogue est indispensable. Il n'y a aucune crise qui trouve une solution sans qu'on s'asseye et que l'on parle. Pour définir les acteurs avec qui il faut discuter, il y a un travail important que les organisations de la société civile peuvent mener, que les intellectuels, les universitaires peuvent mener, mais le rôle de l'État est central parce que l'État doit être le carburant qui puisse permettre justement de mobiliser cet ensemble d'acteurs. En quoi est-ce important d'avoir un pays comme la Suisse engagé dans l'animation de cette initiative et dans la promotion du dialogue? Dans le cadre de la solidarité internationale, le tout n'est pas que de donner de l'argent, que d'envoyer des unités. Il faut qu'il y ait des partenaires qui puissent aider les États à cerner toutes les approches, toutes les dynamiques qui peuvent amener à la solution de ce problème. Pensez-vous qu'il soit pertinent de poursuivre ces conversations régionales? Il faut continuer tant que le problème persiste et le problème est en train de se métastaser, si j'ose le dire. Et donc il faut non seulement maintenir, mais renforcer. Initialement, quand on parlait de terrorisme, on pensait religion, on pensait... Mais on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des revendications politiques, il y a des aspects culturels qui s'invitent dans le phénomène, il y a des aspects identitaires qui s'invitent dans le phénomène. Donc au fur et à mesure que la situation s'enracine et se diversifie dans les zones, il y a plusieurs nouvelles dynamiques qui se font jour et donc il y a de nouvelles thématiques sans doute qu'il faudra mettre en œuvre et cela pourrait être défini lors des prochaines rencontres. Et vous justement au Burkina, est-ce que vous pensez à certaines thématiques qui sont particulières à votre pays? Pour ce qui concerne par exemple l'exploitation de l'or, nous avons ce qu'on appelle les exploitants artisanaux qui sont des populations qui viennent de l'ensemble de la sous-région, qui creusent, qui font des tunnels, qui exploitent l'or et qui les vendent, qui les revendent à des acheteurs agréés ou non, mais en tout cas qui les revendent à des acheteurs. Et justement, c'est toutes les zones où il y a cette explosion de minerais ou d'acteurs exploitant l'or sont des zones qui basculent assez rapidement dans l'extrémisme violent, dans le terrorisme. Et donc l'accompagnement des États à maîtriser justement les ressources du sous-sol a une grande importance. C'est vrai que ça peut paraître assez lourd à gérer parce qu'il y a d'autres intérêts au-delà des intérêts nationaux auxquels on sera confronté. Colonel-major Ousmane Traoré, je vous remercie.